le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, on continue la série Love God en partant à la rencontre de Maud. Maud va nous raconter son parcours de nage, la façon dont elle a trouvé sa nouvelle ligne d'eau de coaching depuis quelques années. Et surtout, ensemble, on va parler pommitude dans le grand bain. On se concentrera sur comment accueillir ses émotions, comment faire en sorte de pouvoir ensuite remettre en question son référentiel actuel pour pouvoir se construire sa propre orientation. Et j'espère que cet épisode te plaira et je te dis à tout à l'heure au bord de l'eau. Bonne écoute! Bonjour Maud, merci beaucoup de venir me rendre visite ce matin, c'est super chouette de t'accueillir sur le podcast. Merci à toi Pauline. Et avant de commencer à parler, j'allais dire pommitude en général, je voulais te poser un peu la question que je pose à tout le monde en début de podcast. C'est quand tu étais petite, tu voulais faire quoi ou tu voulais devenir qui? Je pense que j'avais pas de réponse toute faite quand on posait la question, genre je veux être pompier. Par contre, je sais que j'avais certaines activités que je menais de front et où tous les gens qui me fréquentaient à ce moment-là s'en rappellent très bien, qui étaient dans la pédagogie. Donc je prenais mes poupées et mes petites sœurs et je leur faisais faire des devoirs, je leur faisais réciter des choses, etc. Donc je pense que si de l'extérieur on me revoit dans moi petite, il y aurait cette idée-là de transmission qui était assez forte, assez présente. Ah, c'est génial. Et après, justement, ton parcours, là, en ce moment, j'ai l'impression que tu reviens un peu à tes amours de la transmission via le coaching, mais t'es passée par quelles étapes? De nombreuses étapes. Alors, quand j'ai commencé mes études, j'ai fait une voie qui me paraissait hyper généraliste pour justement ne pas avoir à choisir, ou en tout cas pour reporter le moment où il fallait choisir. Donc, c'était très confortable. Du coup, je suis partie faire un bac+5 dans un IEP en province dans la ville de Lyon. Donc, c'était trop chouette les 3 premières années parce que c'est une licence où on a quelques options à choisir à gauche, à droite, mais en fait, on reste dans un parcours qui est assez commun. Il y a un socle commun assez large. Donc, trop chouette, encore une fois, ne pas avoir à se poser de questions. Et malheureusement, au moment de l'entrée en master, il faut choisir. Donc, il faut au moins une petite spécialité. C'est ça, là ça devient obligatoire. Donc j'ai quand même assez facilement choisi ressources humaines, plutôt en éliminant les autres que en me disant c'est vraiment ça. Et sachant que j'avais un petit peu oublié quand même qu'après le bac, j'avais voulu me lancer dans des études de psychologie et je l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose du coup que j'avais complètement enterré. Et du coup, là, j'avais l'impression que ressources humaines, ça sortait un peu de nulle part, alors que mine de rien, c'était un moyen de me rattacher un peu, je pense, à cette voie-là, mais via d'autres études. Et j'ai fait mon stage de fin d'études à la mairie de Paris, au centre mobilité carrière, donc à la direction des ressources humaines. Et c'était super chouette, mais c'est la fonction publique, donc il n'y a pas du tout de possibilité d'embauche à la fin. Et d'accord. Ouais, je pensais que c'était justement au contraire le genre d'endroit où quand on te prenait en stage, c'était parce qu'on envisageait quelque chose après. Ils sont vraiment régis par la fonction publique, donc les personnes qui y travaillent sont des agents de la fonction publique et qui sont là parce qu'ils ont passé le concours et du coup ils ont été rattachés au poste. De temps en temps, ils prennent des personnes en plus qui peuvent être en CDD ou autres avec des contrats privés, mais ça va être vraiment l'exception. Donc le stage, c'est vraiment faire rentrer quelqu'un parce que eux avaient un besoin sur un poste plutôt junior. Et permettre aussi à la personne du coup d'explorer cet environnement-là où qui peut aussi donner envie justement de se dire tiens, je vais passer les concours, je me motive parce que j'ai vu à quoi ça ressemblait sur le terrain et du coup j'y vais. Ce qui moi était pas tellement mon intention à ce moment-là de passer des concours ou autre, mais comme c'était un stage dans les ressources humaines, mobilité et carrière, du coup c'est de l'accompagnement au changement, mine de rien. Avec le challenge qui est que dans la fonction publique, justement, il y a des cases qui sont très isolées les unes des autres, avec des frontières très, très opaques. Il y a très peu de passerelles et c'était comment faire pour répondre aux besoins de personnes qui veulent justement de la mobilité en interne, en restant dans la fonction publique,
mais avec toutes les barrières et tous les freins qu'il peut y avoir. Donc, c'était aussi beaucoup d'accompagnement où il recevait des gens en entretien une grande partie de la journée. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Donc, je me suis dit, même si derrière, il n'y a rien, je trouve ça chouette comme stage. Et ce qui a été un heureux hasard, c'était que le directeur du centre à ce moment-là m'avait dit, du coup, à la fin du stage, moi, je te verrais trop bosser dans un cabinet de conseil. Donc, pas des ressources humaines, mais pour des clients, pour des missions pour des clients, d'organisation, réorganisation, justement, transition au changement ou autre. Et il m'avait orienté vers un cabinet qui n'était pas un gros cabinet parisien avec des horaires de dingue, avec des consultants qui ont plus de vie, etc. Parce que moi, j'avoue que c'est pas quelque chose qui me tentait. Donc là, c'était justement un cabinet parisien, mais avec des personnes qui étaient parties de gros cabinets pour faire quelque chose de différent. Donc je me dis, chouette. Et puis ça, c'était un petit peu le truc sur le papier. Et moi, mon ressenti, en tout cas, ça a été que comme c'était un cabinet qui était lancé depuis il avait moins de 5 ans, il y avait un enjeu et c'est tout à fait normal de trouver des clients. Et donc, de prendre aussi un peu par opportunité ce qui se présentait plutôt que de pouvoir sélectionner les missions qui allaient être données aux consultants. Et du coup, je me suis retrouvée beaucoup sur des missions finance, sur des missions rien à voir avec mon parcours, en tout cas ce que j'aimais. À faire des Excel pour que des grosses boîtes gagnent encore plus de sous, etc. Et donc, c'était génial parce que ça m'a un peu fait une version accélérée d'une carrière, quoi. Je me suis dit, oulala, ça me va pas du tout. Mais en mode un peu déni, parce que je suis censée tout avoir pour être bien. J'ai mon CDI, parce que du coup, j'ai refait un petit bout de stage chez eux et j'ai été prise en CDI. Donc, j'ai un CDI, j'ai un super salaire, je suis à Paris, sur le papier, j'ai tout pour être contente, quoi. Donc, ça me plaît pas, mais j'enterre un peu le sujet. Et puis, un peu en mode, t'as pas le droit de te plaindre parce que justement, t'as un peu tout. C'est ça, exactement. Parce que selon la liste de ce qui est censé nous rendre heureux, je check toutes mes cases. Et puis, je me suis réveillée à un moment donné avec des cheveux blancs qui ont commencé à apparaître progressivement. Et du coup, c'était, avec le recul, bien sûr, super chouette. Parce que si le mental était un peu en mode déni, le corps, lui, il voyait bien ce qui se passait. Et donc, c'est ça qui m'a permis de me dire à un moment donné, bon, ok, là, il y a quelque chose qui va pas, il va falloir prendre les choses en main. Et c'est là, du coup, où j'ai eu cette transition vers le coaching, où j'avais cet enjeu de me réorienter en me reposant, tiens, qu'est-ce que j'avais aimé quand j'étais plus jeune, etc. Et en même temps, des impératifs aussi de, je vais pas pouvoir me lancer dans 5 années d'études. Donc, par exemple, la psychologie qui était, tiens, j'ai aimé ça, en fait, quand j'étais plus jeune. Je l'ai écarté. Et du coup, par ce compromis-là, je me suis dit, tiens, en fait, là, c'est pas la bonne voie, mais c'est la voie qui me va bien là tout de suite pour moi. C'est le coaching parce que c'est une formation qui est plus courte, qui permet de s'installer directement et qui reste beaucoup autour de ces thématiques-là. Donc, c'est là-dedans que je me suis mise dedans. Et là, j'ai quand même fait une grosse parenthèse ensuite. J'ai exercé pendant 2-3 ans. J'ai fait une grosse parenthèse ensuite où je suis repartie pour manager des espaces de coworking à Paris. Donc, je pense qu'en termes d'équilibre, c'était le côté, j'ai besoin de retrouver plein de monde parce qu'il y avait aussi, du coup, gérer la communauté des coworkers. Il y avait une centaine de personnes. Donc, retrouver plein de monde, faire plein de trucs où il y avait plein de gens, c'était, je pense, une question d'équilibre. Et puis là, hop, ça a rebasculé. Et du coup, de nouveau, je me suis replongée dans le coaching et je me dis, c'est vrai que c'était trop bien, en fait. C'est vrai que ça m'avait manqué. Ouais. Donc, c'est une question à chaque fois, je pense, de trucs trop extrêmes qui amènent à changer et qui de nouveau amènent un autre équilibre et ça rebouge derrière. Et maintenant, je me dis vraiment, là maintenant ça me plaît, mais peut-être que je vais évoluer ou dans ma vie j'aurai d'autres impératifs, etc. Et hop, ça m'amènera ailleurs. Et le fait de me dire en fait c'est ok que ce soit pas linéaire, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable dans ces moments-là, je pense. Quand t'as commencé, t'avais l'impression que ta carrière devait être linéaire? Complètement. Je pense que dans les règles que je percevais et que j'avais aussi du coup choisi de garder dans ma petite liste, il y avait le côté, à la fin du lycée ou pour certains à la fin du collège, il faut choisir ce qu'on va faire pendant toute sa vie. Mais c'est une chose,
Et puis c'est pour toute la vie, et puis après on prend sa retraite, et puis voilà quoi. Et je pense qu'il y avait ça aussi qui peut venir un peu alourdir ou mettre pas mal de pression aussi sur le moment où on vient faire ces choix-là d'orientation. On se dit bah ouais, mais en fait j'ai pas le droit de me planter là, parce que là Ouais. c'est mes 40 prochaines années que je suis en train de planifier, donc il n'y a pas le droit à l'erreur quoi. C'est beaucoup trop gros. Et c'est vrai que là-dessus, le regard que j'ai aussi, c'est qu'on vient de générations passées où c'était le cas, où les personnes allaient exercer un métier, une carrière dans une entreprise jusqu'à la retraite, jusqu'au bout. Oui. Et que là, à l'inverse, les jeunes qui sont en école primaire aujourd'hui, je trouve ça génial, mais les études qui sortent dessus nous montrent que pour plus de la moitié des élèves qui sont à l'école primaire aujourd'hui, quand ils seront en âge de travailler, on ne sait même pas ce qu'ils feront comme travail parce que leur métier n'existe pas encore. Mais ça, c'est trop... En fait, j'arrive pas à savoir si c'est trop cool ou anxiogène. Un peu des deux, moi, je dirais. Et en plus de ça, et pareil, c'était plus de la moitié, donc je sais plus si c'était 60 ou 80, mais plus de la moitié d'entre eux, ils exerceront entre 3 et 5 métiers différents dans leur carrière. Donc c'est pas juste je change d'entreprise ou je déménage de ville et du coup ça m'oblige à changer, c'est vraiment des métiers différents. Et du coup je trouve que là on est un peu dans un entre-deux où c'est ok de dire, enfin c'est ok, en tout cas c'est plus facile et plus accepté de dire je vais changer à un moment donné, donc il y a plus forcément cette idée de linéarité. Et en même temps la structure, le système, il est pas vraiment fait pour nous accompagner là-dedans. C'est moi, par exemple, quand j'accompagne des gens qui me disent « Ah bah du coup, c'est ça le métier de mes rêves, etc. » et qui se rendent compte que bah, c'est repassé par 4 ans d'études et que bah, ça pose un souci de faire ça alors qu'ils sont plus étudiants, enfin voilà, ils sont plus dans ces âges-là. C'est vrai qu'on est un peu dans un entre-deux de « Oui, vas-y, c'est ok. » Bon, par contre, bon courage parce que le système n'est pas fait pour. Donc, je trouve aussi que tout ça, ça amène quelque chose d'un peu anxiogène de se dire, oh là là, mais à quel point est-ce qu'il y aura de l'incertitude et tout. Et en même temps, on sera accompagné par tout ce qu'il faut pour naviguer dans cette incertitude, je trouve. C'est vrai que, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé au fait qu'on était vraiment enfin, en tout cas, ma génération, tu vois, on est sur l'entre-deux. Et j'avais un peu une frustration en me disant, effectivement, on nous répète un peu ces statistiques on fera un métier différent, enfin, plusieurs métiers différents dans une vie, nos métiers n'existent peut-être pas encore. Oui. Et en même temps, on n'a pas non plus forcément les outils, mais même pas les outils, j'allais dire, concrets, mais ne serait-ce que la réflexion de comment je mène une introspection, comment je fais en sorte de m'autoriser à me dire ok, il faut changer, il faut que j'arrive à dire que j'ai envie de changer. Et c'est vrai que c'est un peu chaud, mais c'est trop cool si les gens en primaire, enfin je dis les gens, mais c'est des enfants, Des petits enfants. si eux ont déjà cette conscience plus jeune. Complètement. Et quand tu parles de ça, moi ça me fait aussi beaucoup penser à l'école, où le modèle classique, parce qu'il y a pas mal d'alternatives qui existent quand même, hein, mais le modèle de l'école classique aujourd'hui, c'est quand même, on est tous assis en rang. Quand on veut prendre la parole, il faut lever le doigt. Et si on se trompe, c'est pas ok. On lève le doigt que quand on sait la réponse. On peut pas lever le doigt en disant ah bah moi j'ai peut-être une idée mais je suis pas sûre de la réponse. Bah non, dans ces cas-là on lève pas le doigt. Et donc c'est vrai que quand tu dis ce qu'on nous apprend pas même l'introspection et tout, c'est clair que le lieu d'apprentissage principal qui est l'école aujourd'hui il est pas fait pour nous apprendre à nous poser des questions. Il est fait pour nous apprendre des réponses rigides. C'est blanc ou c'est noir, c'est ok ou c'est pas ok et c'est tout. Et je pense que ça passe aussi par là. Et je le vois, moi j'ai fait un stage d'observation en école cette année, en école primaire justement. Il y avait aussi de la maternelle. Et j'ai vu, alors moi j'avais mes souvenirs, en plus j'ai plus de 30 ans donc ça date vachement. Et de voir à quel point ça avait changé justement, parce que oui, les élèves sont globalement quand même en rang, et puis le droit à l'erreur, etc. Mais en fait ça a quand même vachement bougé. Et ça va plus être justement dans comment est-ce qu'on fait pour réussir à trouver la réponse. Plutôt que voilà la réponse, et maintenant tu la prends et il faut que tu la récites. Ok. Ah oui, donc ça veut quand même dire que il y a un certain chemin qui a été fait. C'est ça, ouais. Ok. Parce que c'est vrai que en fait j'ai en tête, moi c'est super contextuel, mais tu sais tous les débats autour de l'écriture inclusive.
et en relation à l'école. Et en fait, en ayant ça en tête, j'avais du mal à voir comment l'école pouvait être un lieu de remise en question, ou du moins d'accompagnement des enfants. Et ça me rassure de t'entendre dire ça quand même. Et même, donc là, ce jour-là, c'était une classe en maternelle. Il commençait la journée par des dessins de tête avec les expressions différentes pour représenter les 6 émotions différentes. Ah et oui. Il commençait la journée en disant comment tu te sens. Et rien Trop que ça, c'est bien. vrai que l'école, c'est plutôt un endroit qui est fait pour le mental, par rapport à notre corps et à nos émotions. Et là, par exemple, de faire cette entrée-là, et c'était dans une école classique, c'était pas une approche Montessori ou autre, c'était vraiment classique, et de dire waouh, en fait, il y a ça, c'est trop chouette. Et dans une classe qui était, alors c'était CM1 ou CM2, parce que j'ai fait les deux la même journée, du coup j'ai un doute, avant un contrôle. C'était une maîtresse du coup avait proposé et la classe avait voté pour. Donc déjà la démarche aussi était chouette. Ah, c'est trop chou. De faire 3 minutes de respiration avec une boule qui monte et qui descend, où du coup tu peux caler ta respiration dessus, ce qui fait que ton rythme cardiaque se calme et ça envoie le message à ton cerveau de tout va bien, regarde, je suis pas essoufflée et tout, donc c'est que tout va bien, avant de commencer une évaluation. Et pareil, là je me dis waouh, ok, il y a quand même des différences qui sont en train de se faire, quoi. Donc c'est peut-être des petites choses ou autres, mais je pense que le premier lieu d'apprentissage, justement, pour nous montrer l'introspection, comment ça se passe, et se tromper, c'est ok. Donc vraiment le côté plus apprendre à apprendre, ce chemin-là. J'avais de l'espoir en repartant de ce stage d'observation en me disant mais c'est déjà en train de se faire un petit peu, quoi. Oui, c'est surtout là, je me dis, quelqu'un qui, plus tard, sera stressé par une évaluation, je sais pas, annuelle ou trimestrielle face à son manager ou autre, ce sera quelqu'un qui aura déjà en tête la manière de pouvoir se calmer, pouvoir réfléchir et revenir à des choses peut-être un peu plus, pas créatives, mais plus émotionnelles que rationnelles. C'est ça. Au lieu de dire, bah là, toi, t'es très énervé avant ton évaluation, bah en fait, tu sors de la classe. Et du coup, la personne, elle est dans le couloir, mais le jour où elle aura ça en entreprise et qu'elle sera énervée avant son entretien, bah, elle saura pas le gérer, en fait. On aura complètement dit, bah, tu sais pas faire, tu t'en vas. Mais apprenez-moi à apprendre, en fait, comment je fais. Oui, en plus, c'est aussi dire, ces émotions n'ont pas lieu d'être dans notre environnement, donc, on te laisse partir. Complètement, c'est ça. Et je pense vraiment le côté se réapproprier les émotions et le ressenti aussi, ce qui se passe dans notre corps. En fait, on est vraiment câblé avec les trois en tant qu'être humain. On a le mental avec nos pensées, le ressenti avec nos corps et les émotions. Et du coup, se priver des deux et ne garder que le mental, bah, c'est très irrationnel, en fait, de se baser sur le mental, alors qu'on a les trois pour s'équilibrer. Et moi, je vois, par exemple, quand j'ai eu ma réorientation professionnelle avec les cheveux blancs, bah, justement, c'est de me dire, waouh, en fait, là, je me suis caché mon mental, ok, mais j'ai d'autres moyens d'expression et de me comprendre, et au lieu de les cacher, comme ce qu'on a tendance un peu à faire avec les émotions, ce que tu disais, bah, en fait, c'est vraiment d'autres boussoles que l'on a, et qui en plus sont super chouettes parce que les émotions et le ressenti, quand on se sent un petit peu paumé, justement, c'est quelque chose qui est très rattaché à l'instant présent et qui permet de se dire, ok, mais là maintenant, comment je me sens là maintenant dans mon corps, et même quand on se sent très anxieux ou autre, et se dire, ok, là en fait je suis assis sur une chaise, j'ai ma main qui est posée sur du chaud, je vois par la fenêtre qu'il y a de la pluie, et ça nous ramène dans l'instant présent par rapport à notre mental qui, lui, est le champion du monde pour soit nous dire, regarde à quel point c'était mieux avant et ce que tu fais là c'est nul, et du coup on se sent trop mal, ou alors regarde potentiellement tout ce qui t'attend dans le futur qui va trop mal se passer, et du coup on se sent pas bien. Mais le côté on se sent pas bien, il a été tiré d'un moment qui n'est pas dans le présent, en fait. Mais comme le mental il est trop fort, pour nous arrêter, il peut pas nous casser la jambe, heureusement pour nous. Donc il va simplement aller chercher dans le passé ou dans le futur de quoi nous faire sentir mal dans l'instant présent. Et Et si on fait l'inverse, qui va plus être de se dire comment je me sens là maintenant, mais dans l'instant présent, pas oui, mais ça me fait stresser mon contrôle de 2 jours, ok, mais là maintenant c'est comment? Ça permet un peu justement de rééquilibrer, d'utiliser la triade et pas juste le mental qui nous embarque. Et alors là, c'est parti pour des années et des années.
Oui, ou tu as tendance à toujours un peu extrapoler, mais en soi, tu vois, de ce que tu es en train de me dire, je me disais, pour l'orientation, c'est un peu pareil quand tu es au bac. T'as tendance, quand tu balayes un peu tous tes choix, à te dire, ok, je vais dans mais vraiment de manière très très cliché, tu vois, je vais en filière littéraire, je vais me retrouver à devenir troubadour, ne pas gagner d'argent. Si je vais en économie, au contraire, je vais gagner masse de thunes. Et en fait, t'as tellement peur que tu te fermes un peu toutes les portes et choisir une voie un peu plus safe pour un peu essayer d'endiguer toute cette j'allais dire toute cette angoisse qui commence à s'accumuler. Complètement. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a zéro culpabilité à avoir parce que c'est comme ça qu'on est câblé en tant qu'être humain. En fait, le but de notre mental, c'est pas de nous faire vivre la vie de nos rêves en tant que troubadour et ça va être génial parce qu'en fait, on a toujours rêvé d'être troubadour. C'est de nous maintenir en sécurité. C'est l'objectif numéro 1. Et du coup, toutes les stratégies du mental, elles vont vraiment être orientées sur je veux te protéger, je veux te mettre en sécurité. Et ça, c'est trop chouette. Parce que déjà, en tant qu'être humain, ça nous a pas mal fait survivre dans l'histoire de l'humanité. À notre propre échelle aussi, pour notre vie, c'est cool. Et en même temps, c'est devenu tellement dominant que c'est ça qui va finir par nous faire du mal, en fait. Parce que justement, à force de se dire c'est ça qu'il faut parce que c'est ça la bonne chose, alors que c'est pas du tout adapté à nous, du coup on va vachement souffrir et se retrouver très malheureux. Il y a des gens qui peuvent faire des burn-out ou aller en arrêt maladie ou autre parce que pourtant, ou même moi à une moindre échelle avec mes cheveux blancs, mais pourtant je suis là où il faut. Donc j'ai suivi le côté sécurité, protection, etc. Et en fait je suis malheureuse comme tout. Donc, ne se fier que à ça qui est devenu très dominant pour se guider dans notre vie, en fait, c'est très contre-productif à un certain stade. Oui. Et est-ce que, enfin, je remonte la roue de ta vie. Est-ce que c'est pour ça que tu n'avais pas choisi d'aller en psychologie ou ça avait vraiment rien à voir? Si. Parce quand moi donc ça c'est une lecture aussi qui vient a posteriori. Donc peut-être que je l'ai un peu déformée avec les années. Oui. Mais il y avait le côté, il n'y a pas de débouché dedans. C'est pas, et puis c'est quelque chose qui s'exerce pas en entreprise. Moi, dans mon environnement, c'était beaucoup des personnes qui travaillaient en entreprise. Donc, il y avait un côté que j'imaginais très sécurisant à me dire, je vais tracer un chemin que les autres connaissent déjà. Donc, si j'ai des questions ou autres, les autres connaîtront et ça, voilà, ça rassurait. C'était un environnement connu. Alors que psychologue, ça allait plus être quelque chose qui pouvait s'exercer soit en hôpital, soit en libéral. Donc, c'était un monde vraiment inconnu. Et donc, c'était un monde, du coup, rempli de peur. Parce que l'inconnu, le cerveau, du coup, qui voit l'inconnu, on n'est pas capable, en fait, de vivre face à un vide ou de l'inconnu. Donc, plutôt que d'avoir du vide, parce qu'en gros, on dirait, je meurs. S'il y a de l'inconnu, je meurs. Le cerveau, il va mettre ce qui sait mettre par défaut. C'est de la peur. Donc là, comme c'était un truc inconnu, c'était de la peur, alors que de l'autre, c'était un truc qui n'était pas forcément fait pour moi, mais au moins, il n'y avait pas de peur. Donc, ouais, moi, je vais là-dedans. Alors que si j'avais pris le temps à ce moment-là de me dire, OK, ça, c'est un critère que je mets de côté, mais quand je pense à ça, est-ce que ça me met pas quand même des papillons au ventre? Est-ce que ça me fait pas sourire tout seul quand j'y pense, etc. Et me dire, OK, ça aussi, en fait, c'est les autres critères. Et on a chacun besoin du coup d'équilibrer ça de manière différente. Il y a des gens, il y aura beaucoup de mental et un petit peu d'émotion, ça leur va pour se dire ok, ça me va comme ça. Et des gens, c'est l'inverse, mince, là en fait je me dis j'ai mis beaucoup trop de mental. Souvent d'ailleurs, comme le but du mental, c'est de pas y aller. Quand on apporte une réponse, par exemple, il n'y a pas de débouché. Ah, mais si, en fait, j'ai vu qu'avec tel partenariat dans telle école en alternance, on nous prenait vachement derrière. Mais le mental, en fait, il voulait pas qu'on trouve la réponse, il voulait nous stopper. Donc, il va juste produire une autre question. Oui, mais alors, est-ce que dans telle ville, c'est aussi bien que dans telle ville? Et en fait, c'est vraiment un truc qui est non-stop. Parce que la vraie intention, c'est juste de nous arrêter, quoi. C'est de produire tellement à un moment donné de questions et d'angoisse qu'on se dira ok, mais en fait, j'y vais pas, quoi. Oui, et c'est, je suppose, pour toute décision qui est à la fois perçue comme importante dans nos vies et qui implique de prendre un risque entre deux options. C'est ça, exactement. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a, tu vois, quand tu
quand tu réfléchis à toutes ces questions de, j'allais dire, de pommitude et le moment de chaos, on a aussi souvent l'impression, on en avait déjà beaucoup parlé, que c'est un état soit qu'on peut un peu shut down, soit qu'on peut éviter. Et je me demande un peu pas forcément comment on l'enseigne, parce que je pense que c'est aussi propre à chacun, mais comment on arrive à transmettre ce truc de, en fait, être paumé, c'est un peu un processus dans un, ouais, j'allais dire, dans un processus de changement ou autre, t'es forcément obligé de passer par un moment d'incertitude. Ben, je pense que c'est en effet quelque chose qui est pas facile du tout parce que à plein d'échelles différentes, c'est vraiment perçu comme quelque chose de négatif. Je trouve que ça l'est déjà à une échelle très très large de Oui, société où dans un parcours, on va souvent montrer la fin du parcours au lieu de montrer toutes les étapes qu'il y a eu avant et toutes les erreurs qu'il y a eu. Et parfois il y a des acteurs où on se rend compte, ah mais en fait son premier rôle c'était à 39 ans quoi. 39 ans, donc ça veut dire qu'avant, il s'est passé toutes ces années de pommitude et de doute et de peur et d'échec, oui, il ne montre jamais ça. Donc je pense qu'à grande échelle, c'est pas facile pour cette raison. Et aussi à notre échelle à nous, c'est que les moments où on ne sait pas, ça crée des moments du coup d'angoisse. Parce que comme on ne sait pas, c'est un moment où potentiellement on pourrait aller vers l'inconnu, ou alors on resterait un peu dans une zone plus de confort, mais qui a priori ne nous va plus. Donc c'est là où le mental se réveille. Il dit, c'est mort, on va surtout pas aller dans l'inconnu. Donc, il va produire masse de dialogue interne pour nous faire nous angoisser à mort jusqu'à ce que ça nous paralyse et qu'on ne bouge pas. Donc, nous-mêmes, à notre propre échelle, quand on est dans des moments de je ne sais pas, on en fait, censure là-dedans parce que c'est trop désagréable. Donc, je pense que ça passerait par ces deux échelles-là. C'est à une échelle plus large de diffuser tous ces messages-là, de c'est OK. En fait, l'échec, c'est juste une étape dans l'apprentissage. Hein. Si on oui, demandait à un enfant de marcher correctement dès la première fois, non mais personne oui, aujourd'hui on ne serait sait tous pas encore à marcher, quatre quoi. pattes. C'est ça. Et en même temps, à l'autre échelle du coup qui est individuelle, c'est aussi le côté, c'est une bonne nouvelle parfois de se sentir mal. Alors que Comment ça? on, on a tendance à dire une émotion qui est, on parle d'émotions négatives et positives, par exemple. On va dire la joie, c'est positif. Ah oui. Et puis, si on se sent en colère, c'est quelque chose qui est négatif. Donc, il faut vite, vite, vite le chasser. Alors qu'en fait, l'idée, c'est plus de dire l'émotion qui arrive ou les ressentis. Donc, encore une fois, c'est on pousse le mental et on s'ouvre aux deux autres. Parce que c'est ça qui peut nous aider dans ces moments de je ne sais pas. Ces ressentis et ces émotions qui arrivent, dans un premier temps, elles sont neutres. C'est-à-dire que ressentir de la colère, c'est pas une mauvaise chose. Ah Ressentir oui. de la tristesse, c'est pas une mauvaise chose. C'est OK, en fait. Et c'est juste après, avec notre filtre social, on a tendance à poser l'étiquette positif ou négatif. C'est ça. Et donc à y associer une émotion qui sera plus ou moins gratifiante ensuite. C'est ça. Et ce Ah, qui est ok. dommage dedans, c'est que du coup, dans toutes ces périodes de je ne sais pas, souvent on va très vite ressentir de la colère, de la tristesse, de l'angoisse ou autre, et se dire oh là 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 là, ça ne va pas, donc vite, il faut que je me débarrasse de ça. Et pour se débarrasser de ça et sortir de la situation, entre un chemin qui va prendre vachement de temps, qui va être compliqué, mais qui va nous rendre plus heureux, et un chemin tout tracé où on va aller, si on veut se débarrasser au plus vite de ces émotions désagréables, on prend la route toute tracée qui nous va. Et du coup, ça passerait vraiment par quelque chose à sa propre échelle de se dire, en fait, là, je me sens triste. Ça veut dire quoi? C'est comment dans mon corps? Qu'est-ce que ça vient m'indiquer, etc. Et en fait, de rester dans cet inconfort-là. Et ça, c'est super dur parce que on nous dit, mais tu te sens pas bien? Oh là là, mais vite, vite, mets-toi deux petites claques là, et puis hop, c'est reparti pour un tour. Oui. Et c'est fou parce qu'en plus, tu vois, en t'écoutant, mais plus sur la partie célébrité, j'ai l'impression que non seulement on tait un peu ce côté, j'allais dire pas négatif, mais ce côté apprentissage et long de l'arrivée de la célébrité de certains, comme tu disais, des gens qui ont un premier rôle à 39 ans ou qui arrivent dans certains domaines sportifs pile avant les âges de retraite classiques. Et je sais pas, j'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine sorte de gêne quand
quand on voit des gens qui se présentent tels qu'ils sont. En fait, je te dis ça parce que j'ai en tête à la fois ce genre de parcours et des posts de personnes qui vont se montrer en train de pleurer ou en train de dire là ça va pas, je sais pas vers où je vais, je me sens mal. Et j'ai l'impression que qu'en tant que spectateur, spectatrice, t'as tendance à dire ok, je vais pas regarder ou je veux pas vraiment savoir parce que ça me gêne de savoir que y a pas de point A, point B et t'y passes comme ça, ou que la personne est aussi capable de ressentir ce genre d'émotion. Complètement. Parce que là, ça nous renvoie à mes minces, en fait. Donc, il n'y a pas de plan tout fait. Ah, donc, en fait, la vie, c'est de l'incertitude. Ah oui, ah non, mais alors moi, non, ça marche pas. moi, je veux pas. Ouais, je pense que je sais plus avec qui, je crois que c'était Julie qui est aussi une personne qui est passée sur le podcast où elle me disait que souvent, t'as aussi pas forcément envie de montrer la valeur travail derrière certains métiers, surtout les métiers, j'allais dire, de représentation, les créatifs, les influenceurs, influenceuses. T'as plus envie de savoir qu'ils ont une vie de rêve que de dire qu'ils taffent comme des fous tous les jours pour pouvoir essayer de créer leur contenu et qui sont comme nous. Exact. Et puis, on parle aussi pas mal de l'effet miroir. Donc, c'est justement quand on voit quelque chose dans une relation. Alors, ça peut être soit quelque chose qu'on aime ou à l'inverse qu'on n'aime pas ou qui nous choque. Mais quand on voit vraiment qu'il y a un truc qu'on arrive bien à identifier dans une relation à l'autre. Par exemple, je vois le post de quelqu'un qui dit qu'il est super mal et bon, j'ai pas trop envie de lire ce post-là. L'effet miroir, ça nous indique dans ce cas-là de dire, ok, donc en fait, moi, qu'est-ce que j'ai du mal, qu'est-ce que ça me fait en fait quand moi-même je me vois triste. Et souvent, ce qu'on utilise comme lunettes de relation avec l'autre, c'est ce qu'on utilise en fait en termes de relation de nous à nous. Et la partie un peu plus forte de nous qui justement aime pas trop voir la partie un peu faible et dire mais oh là franchement allez il faut que j'y aille quoi, faut que j'y aille. Et parce qu'on a ce rapport là à nous, du coup c'est ça qu'on va exporter aussi à l'extérieur dans le rapport aux autres. Ah mais c'est ultra intéressant parce que j'ai une passion algorithme, mais je me dis quand tu tries ton feed et que l'algorithme Instagram, par exemple, parce que j'ai une addiction à ce réseau social, voit ce que tu regardes le plus, le genre de contenu que tu vas ouvrir, même si tu t'y abonnes pas forcément. C'est aussi un peu cet effet dont tu parles. Je pense que tu vas plutôt aller vers des contenus qui font que tu te sens bien. Et donc après, tu seras dans un biais de confirmation sans cesse en te disant, la planète entière pense comme moi, tout le monde fonctionne comme ci, comme ça, et c'est un peu dangereux. En m'entendant, je me dis finalement. Et c'est aussi, tu vois, quand je t'entends parler de biais de confirmation, ce qui parfois peut être dur quand on est dans ces moments de je ne sais pas, c'est que par défaut, du coup, notre cerveau, il va plutôt voir là où sont les dangers pour nous protéger. Et avec le biais de confirmation qu'on a aussi, ça veut dire que si je me dis, bah tiens, ce matin, la journée, j'ai mal dormi, je vais vraiment passer une trop sale journée, etc. Et ben le cerveau, il va tout faire pour confirmer cette pensée-là, parce que si je me rajoute une autre pensée, c'est un peu comme si je me mettais plusieurs post-it devant les yeux et au fur et à mesure, je vois plus, donc je peux plus voir où sont les dangers, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc l'idée, ça va être aussi une fois que je me suis mis quelque chose en tête, je vais tout faire pour confirmer ça de manière plus ou moins consciente, plutôt que de mettre un autre post-it à côté qui est ok, qui est une idée différente, et je vais partir la journée sur ça. Et du coup, c'est aussi de dire quand on commence par je sais pas, je me sens mal de pas bien savoir en fait, et puis ça va être dur, un peu un premier post-it qu'on se met, et le cerveau et notre mode de fonctionnement avec le biais de confirmation va tout faire pour entretenir cette idée, plutôt que de se dire oui, c'est vrai, ne pas savoir c'est désagréable, c'est pas facile, mais je peux aussi le trouver. Mais ça peut aussi être un moment d'opportunité. Sauf que tout ça, c'est générer des nouvelles pensées et que le cerveau, il dit, ah non, mais moi, plus il y a de pensées, moi, je peux être en mode pilote automatique, là, donc, on ramène tout au premier post-it, s'il vous plaît. Oui, surtout qu'on prend 1 milliard de décisions dans une journée, on a plein de choses annexes à penser, donc c'est super logique de prendre ces raccourcis, mais c'est un peu nocif aussi pour nous. Et c'est vraiment zéro culpabilité, parce que c'est comme ça qu'on est câblé en tant qu'être humain. Et donc, l'idée, c'est plus c'est ce que toi tu dis déjà, de pas se dire je vais éviter ces moments où je ne sais pas, je vais éviter les moments de peur, et c'est vraiment je vais faire avec. Et c'est pour moi ce qui passe vraiment avec quand dans l'école on va pas dire à l'enfant écoute t'es en colère tu t'en vas,
et dire, bah là, en fait, t'es en colère, donc tu vas faire avec, jusqu'à trouver comment tu fais pour te sentir bien. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir continuer. Donc, c'est à partir du moment où tu sais pas où t'es paumé que qu'il va se passer un truc et qui va t'amener à la suite, quoi. Et c'est vraiment le faire avec qui, je trouve, manque énormément dans tous les apprentissages qu'on peut recevoir ou autres. Mais c'est OK, en fait. Si tu te sens comme ça, oui. Ben, c'est ça, en fait. Donc, il n'y a pas à lutter contre ça. C'est comment, si ça te va plus, comment est-ce que tu l'accueilles et tu vas le traverser pour passer à autre chose. Parce que si tu te sens pas OK avec ça, ça va bouger. Mais à partir du moment où c'est comme ça que tu te sens, c'est ça, en fait, le point de départ. De chercher à l'enterrer, le machin, le masquer, ben, c'est là, en fait. Donc, oui, c'est plus un travail d'acceptation avant de comprendre ce par quoi tu passes. C'est ça. Et de se dire, justement, je vais pas bien, je suis paumée, mais trop bien. Donc là, tu es en train de te poser des questions, quoi. Mais trop bien. Alors que non, c'est, ah non, je suis paumée, oulala, truc négatif, la société dit que c'est pas bien de se sentir comme ça, vite, je vais m'en sortir au plus vite. Alors que non, trop bien. Mais qu'est-ce qui te fait te sentir mal et c'est quoi? Et c'est dur parce qu'on va aller creuser dans ce qui va pas. Ouais, et je pense que oui. En plus, t'as vraiment ce côté où quand on parle autour de toi, on n'a tellement pas l'habitude d'avoir des personnes qui le verbalisent que ça peut aussi un peu être gênant, comme je disais, ou pas dérangeant, mais où là aussi tu te remets en question et tu dis ah mince, pourquoi ça me gêne de me dire que la pommitude c'est pas bien. Et commencer à tout détricoter. Et ce qui m'amène à une autre question d'ailleurs que j'avais à te poser, parce que c'est vrai que sur ton compte et dans ton contenu en général, tu te concentres pas uniquement sur les questions d'orientation et de remise en question justement de tous nos apprentissages, mais t'as aussi plein d'autres, plein d'autres domaines où j'ai l'impression que t'essayes de questionner un peu nos injonctions. J'ai en tête plus le féminisme, parce que je pense que c'est mon biais en ce moment. Mais je trouve ça trop intéressant d'essayer juste de partir d'un endroit pour détricoter d'autres trucs. Et j'étais intriguée de savoir justement comment t'arrivais à partager ce fait que la remise en question, elle est plus grande que simplement un petit point de ta vie. C'est vrai que plus moi je vais aller creuser dans un domaine et plus je me dis mais en fait c'est des parallèles entre tout, l'orientation, le féminisme, etc. Et en fait je trouve qu'à chaque fois on retrouve le même schéma du confort un peu, de se retrouver dans un environnement qu'on connaît, avec des codes qu'on connaît, même si c'est pas qui on est authentiquement, et du coup là on va être bien à 100% parce qu'il y aura aucun effort à être que d'être soi. Sauf que être soi, du coup, ça nous amène un peu dans par définition, ça nous amène sur un chemin qui est un chemin à débroussailler, quoi. Parce que c'est notre chemin, donc il a été emprunté par personne avant, alors que ce soit en orientation ou dans le féminisme, faire quelque chose comme les autres, en fait, on est sur l'autoroute, dans un 4x4 avec la clim. Mais c'est trop bien! C'est trop bien! Pardon la planète, mais c'est tellement confortable. Il y a un petit siège chauffant, j'ai ma petite tisane à côté dans ma voiture posée dans le truc à gobelet. Là, c'est trop bien. Alors que vraiment aller sur là où je suis, là où ça me convient, là où vraiment c'est fait pour moi, c'est sortir de la voiture, aller se retrouver devant un petit chemin avec, moi j'utilise toujours la métaphore un champ de maïs avec du truc qui fait 3 mètres de haut dessus de la tête, avec une machine dans la main. Et là, c'est le décor de films d'horreur. Et l'entre-deux, c'est justement ce truc de je ne sais pas. Et le cerveau, quand il projette le je ne sais pas entre, soit je reste là où je suis et ça me va pas, hein, mais je reste là où je suis et je suis quand même bien dans mon 4x4 avec la clim, soit je vais aller me poser la question du coup de comment je fais pour savoir. Comment je fais pour savoir, c'est en traçant mon chemin en fait. Et en traçant mon chemin à la machette où il y a peut-être des serpents dans le champ de maïs à mes pieds et je vois rien et j'ai chaud et il n'y a pas de clim. Mais c'est ça en fait qui va faire qu'à la fin, un pas après un pas, je trace mon chemin comme ça. Mais clairement, ça donne pas du tout envie d'y aller. Mais je trouve qu'on retrouve dans le il y en a qui donnent envie, l'autre non, on s'en rend compte. Et en même temps, le chemin, tu vois, pour reprendre l'idée aussi des injonctions, que ce soit en orientation sur faire un CDI, gagne ta vie, fais une carrière, ou en tant que femme, et des enfants avant 30 ans, marie-toi, tout ce qu'on peut,
des injonctions dans tous les sens, hein. Bah, pour moi, ça, ce serait un peu les panneaux sur l'autoroute qui disent, bah, c'est par là. C'est pas forcément le chemin où j'ai envie d'aller, mais en fait, il y a un chemin qui est écrit. Et du coup, ça fait du bien, quoi. Parce qu'en plus du biais de négativité qu'on a, où quand il y a une situation un peu inconnue, on va mettre des peurs et du coup, on va finir par reculer, par défaut. On a un autre biais, c'est notre instinct grégaire. Parce qu'il faut se rappeler aussi que notre cerveau, il fonctionne beaucoup, beaucoup comme quand on était encore dans les cavernes. Et à l'époque, être tout seul, bah, grosso modo, c'était mourir dans la journée. Oui. Alors qu'être en groupe, c'est ça qui maintenait la survie. Et du coup, on a toujours cet instinct grégaire qui nous dit, si je suis rejeté du groupe, je meurs. Il y a vraiment ce circuit-là dans nos neurones qui existe encore, qui est, si je fais mon petit truc de mon côté, là, et que je suis rejeté du groupe, eh ben, je vais mourir. Donc, rester sur l'autoroute avec les panneaux et faire comme tout le monde, ok, ça me plaît pas du tout. Moi, être consultante, ça me plaisait pas du tout. Mais j'étais dans la voiture, dans les embouteillages avec tout le monde. C'était trop bien, j'avais la clim et tout. Alors que de me dire, je vais faire un truc, je sais pas où c'est, personne connaît ce domaine et tout. Je me retrouve dans le truc de champ de maïs, il n'y a pas un seul panneau, c'est super dur. Et du coup, les injonctions, les panneaux, tu vois, ça peut autant être des choses sur l'orientation que le féminisme, que peut vraiment imaginer tout et n'importe quoi. Et pour moi, c'est vraiment toujours ce même schéma-là qui se réplique entre les deux. Et comment tu fais dans le féminisme ou l'orientation pour passer de ok, j'accepte cet état d'inconfort entre guillemets temporaire de pommitude, tu vois, où tu dis ok, là je suis paumée, et celui où tu commences après à débroussailler tout ce qui est après, à construire ta voie, parce que j'ai l'impression que ça aussi c'est c'est quand même un travail énorme si tu veux passer d'un champ décor de film d'horreur à une petite maison dans la prairie où t'as ta petite tisane et ton rocking chair. C'est quand même, tu t'engages quand même sur un chantier qui est pas simplement de 6 mois. Et comment là t'arrives à, comment t'arrives à l'assumer autour de toi, à en parler. Pour te donner un exemple ultra personnel, dans la semaine dernière, j'ai bu un verre avec des potes et j'ai rencontré d'autres amis d'amis. Et je sais que j'ai toujours ultra honte de dire, alors que ça fait des années que je le mets sur Instagram, de dire bah là, je suis en période de transition, je sais pas où je vais, et j'attends de voir. Moi, le regard que je porte dessus personnellement, c'est que quand on est branché à ok, en fait, c'est ça qui je suis et c'est ça que j'aime, et qu'on a réussi à se rebrancher dessus, ça crée naturellement, en fait, il y a une action qui s'en dégage. Et du coup, c'est là aussi où intervient la notion de créativité, parce que comme on va faire un truc en étant branché sur soi, l'action, elle va être assez singulière. Parce qu'en effet, dans le champ de maïs, est-ce que je coupe à droite, est-ce que je coupe en haut, comment je fais, j'en sais rien en fait. Et je vais le faire parce que bah moi là maintenant je suis coincée avec un truc à mon pied, bah c'est à mon pied que je vais couper. Donc pour moi c'est vraiment l'idée de quand on fait quelque chose qui est pas fait pour nous et que c'est pas ok. C'est des gens qui pour plein de raisons peuvent se dire bah là dans ma vie ça me va très bien de pas être aligné parce que ça m'apporte ça et du coup mon équilibre global il est complètement ok pour moi. Donc c'est vraiment plus l'idée de quand je fais un truc qui est pas aligné et qui est pas ok pour moi, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas du tout envie d'aller sur un plateau télé et de dire alors votre job de consultante. C'est-à-dire que alors j'en suis très fière. Et à l'inverse, il y a l'idée de plus on va être connecté et bien vraiment branché sur c'est ça que j'aime, c'est ça que je suis, etc. C'est ça qui pour moi libère un petit peu notre parole et nos actions. Et après, c'est toujours la même chose de s'il y a une partie, donc là si je reprends ton exemple, ce serait s'il y a une partie de toi qui est un peu aux aguets de tiens, qu'est-ce que telle personne pourrait me dire, telle personne pourrait me dire, avec l'effet miroir, ce serait et quelle partie en toi continue toujours de penser ça. Très intéressant. Oui, après, j'avouerai que c'est un exemple personnel, mais je passe très rapidement à autre chose. Parce que je sais que vraiment la majorité des gens me connaissent comme étant la meuf paumée depuis des années, donc ça me gêne plus. Mais c'est vrai que quand j'échange avec les gens, j'allais dire autour de la piscine, mais sur Insta, c'est vraiment toujours un peu ces questions-là aussi qui reviennent de je me sens seule dans mon groupe de potes parce que j'ose pas le verbaliser. Et donc j'imagine pas, tu vois, une fois que
t'arrives à dire à ton groupe d'amis, comment t'arrives à passer à une échelle aussi plus grande et à porter ce questionnement dans la société, parce que c'est vrai que là, peut-être pas sur l'orientation, mais plus sur tout ce qui touche les questions de déconstruction avec des guillemets à beaucoup plus grande échelle. Donc on parle de féminisme ou d'écriture inclusive ou cause LGBT ou autre. J'ai l'impression que là, t'as aussi une résistance qui est un peu plus grande que celle de dire simplement je suis paumée. Et je pense que du coup, tu dois potentiellement aussi, enfin, j'avouerai que là, je projette parce que c'est pas du tout mon cas, mais peut-être que certaines personnes peuvent aussi avoir peur de parler de certains trucs ou de pas utiliser l'écriture inclusive parce que possibilité d'avoir des raids sur ses comptes ou autre. Complètement. Bah, ça me fait, moi, quand tu dis ça, ce qui vient tout de suite en tête aussi, c'est le fait de passer d'une injonction à une autre injonction. Et aujourd'hui, c'est aussi super compliqué de dire, mais le but, donc moi, l'exemple que je prends, c'est plus sur autour du féminisme, parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui me viennent. Et si j'en prends un très concret, c'est il faut libérer la femme, parce que la femme, elle passe son temps à il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Donc elle vit dans un monde d'injonction. Donc à grande échelle, il faut la libérer en portant d'autres actions. Et le biais, en fait, pour moi, enfin le piège, c'est justement de passer par exemple à il faut s'épiler. Oui, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai ça en tête. Libérons la femme, en fait, elle naît avec des poils, laissons-la tranquille, mais qui parfois justement se ramène à une autre injonction qui est il faut se laisser les poils. Ouais. Pour moi, là-dedans, on fait juste, en fait, on est sur une autoroute. Il y avait un panneau, il faut s'épiler, on l'a suivi. Et là, on nous met un autre panneau, virage à droite. Maintenant, il faut se laisser les poils et il faut le suivre. Et pour moi, l'équilibre aussi là-dedans, dans tous ces mondes d'injonctions et à grande échelle, c'est pitié, pitié, pitié. Ne remplaçons pas une injonction par une autre et disons justement, ok, donc jusqu'à présent, l'injonction c'était ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'es une femme, tu nais avec des poils, jusqu'à présent on disait il faut t'épiler, et t'as envie de quoi en fait? C'est comment pour toi de les avoir, de les avoir, et puis est-ce que t'as envie de les avoir un moment et pas un autre, et machin. Et c'est vraiment l'idée de vouloir libérer en remettant une couche de il faut. Ben en fait, on reste exactement dans le même système, on change le contenu, ok, mais la forme c'est vraiment la même. Et moi, je trouve que ça paraît, c'est mon regard avec tous mes biais de confirmation, mais que les personnes seront d'autant plus à l'aise de répandre leur message et d'aller vers cette lutte aux injonctions que eux-mêmes ne reproduisent pas ce schéma-là. Quand les gens sont plutôt dans l'ouverture, eh ben, on sent il n'y a pas de barrière à le faire parce qu'ils disent, mais justement, là, je suis en train d'ouvrir. Donc, qui pourrait pointer du doigt le fait d'ouvrir? Et je trouve que quand on va dans tous ces combats aussi d'émancipation ou autres, je trouve, et là c'est vraiment un regard très personnel, que c'est important de passer par une phase d'introspection pour comprendre à quel point nous-mêmes on se met plein de il faut, et à cause de l'effet miroir, si on ne travaille pas dessus, on va répliquer du coup à l'extérieur plein de il faut à nouveau. Parce qu'on s'autorise pas à se dire j'ai le droit de m'épiler, ah non, il y a eu tous ces siècles, on a obligé les femmes à faire ça, etc. Je peux pas me dire que je m'épile. Du coup, le message que je vais donner, c'est ça aussi. Et je vais juste renfermer dans une autre cage. Mais en fait, ça reste une cage. Et plus, à l'inverse, c'est un message d'ouverture et de chacun fait comme il se sent, etc. Et plus j'ai l'impression que il y aura pas de mince, est-ce que je peux pas, comment je fais pour le faire. Ouais, mais je trouve que ça, enfin, tu vois, là, parce que je ramène toujours tout à l'orientation. Mais je me dis, tu vois, des fois, souvent, les gens aussi se disent, ah, mais si jamais j'ai pas encore remis en question mon parcours, c'est que j'ai un pet. Et je me souviens d'une personne qui était aussi passée sur le podcast, où elle disait, justement, j'étais rentrée en école de commerce avec le même souhait d'être au marketing qu'à la sortie, et je me sentais un peu mal, parce que justement j'avais pas changé, alors que j'avais l'impression qu'autour de moi tout le monde était passé par des questionnements multiples. Et je trouve ça fou parce que finalement c'est un peu ce qu'on disait aussi sur tu vois, Instagram, les réseaux, les biais de confirmation, c'est un peu ce côté polarisant aussi des opinions, et faire que si t'as l'impression que tout le monde pense comme toi, tu te sens peut-être d'autant plus apte à attaquer en meute, avec cet instinct grégaire en plus de si t'es pas d'accord avec moi, c'est que t'as tort, et alors qu'en fait chacun vit sa réalité d'une façon différente.
C'est ça. Et puis si on se voyait chacun dans notre petit champ de maïs, on se rendrait aussi compte que les chemins qu'on trace, ils sont plutôt parallèles. C'est juste que c'est chacun de l'autre. Mais au final, il y a cette idée aussi qu'on fait tous ce chemin seul, quoi. Plutôt que d'être à 26 000 sur l'autoroute dans les bouchons, on se dit, ah c'est bon, là je sens, on est bien en masse, là c'est ok. Là s'il y a un mammouth qui débarque sur l'autoroute, c'est ok, avec nos voitures, on pourra y résister. Mais c'est vraiment ce côté-là, en fait, de premier réflexe qu'on a, de lâcher une injonction et de vite se rattraper à une autre. Parce que, encore une fois, quand il y a le vide, le cerveau, il aime pas du tout ça. Et du coup, il va vite vouloir se raccrocher à autre chose. Alors que rester dans, j'enlève cette injonction, mais du coup, qu'est-ce que je mets à la place et qu'est-ce que... Oh là là, non, tout ça, c'est du vide. Donc le cerveau, hop, il va vite aller récupérer le plus vite possible une autre injonction à mettre dessus. Avec quelque chose, du coup, qui nous ramène à un collectif. Parce que l'injonction, en fait, c'est une règle collective. Donc ça nous ramène à, ok, comme tu dis, je suis en meute, c'est ok, je suis en sécurité. Oui, c'est un besoin de confort finalement qu'on a tous au fond de nous et un besoin de trouver une communauté. En soi, c'est exactement ce que je fais avec le fait de rassembler des nageurs et des nageuses autour de la piscine de la Pommitude. Et c'est marrant parce que toute l'image, enfin je fais ça, mais les gens ne le voient pas. Mais tu vois, quand tu parles du champ de maïs, j'ai l'impression que du coup on creuse tous un peu des labyrinthes dans un champ plutôt que d'avoir après un chemin tracé. Donc c'est peut-être l'image à retenir. Ouais. Et il y a moi je le vois aussi quand tu parles tu bouges ton doigt comme ça. Moi je le vois aussi beaucoup comme une spirale. Donc ce serait plusieurs cercles les uns à la suite des autres, mais qui montent à chaque fois aussi. Donc en fait c'est de se dire, c'est pas quelque chose de linéaire, mais ça monte à chaque fois. C'est-à-dire que parce que là, je me libère de cette injonction-là, hop, la fois prochaine, je l'aurai plus. Mais je vais rencontrer autre chose. Et puis hop, ça repart. Et machin. Et donc, même, tu vois, par rapport au champ de maïs où tu disais, au fond, il y a la petite maison avec le rocking chair qui est là-bas. En fait, peut-être que la maison, au final, elle est dans notre dos. Mais on le sait pas encore quand on recommence le chemin. Et c'est ok. En fait, on y va, on sait pas, on se dit, je sens qu'il y a ce truc-là qui est moteur en moi et qui me donne envie de faire une action et d'y aller. Parce que quand je suis vraiment branchée à moi, en fait, je retrouve un peu comme les enfants qui jouent, quoi. Les enfants qui jouent, ils s'en fichent de c'est l'heure, c'est pas l'heure, c'est pas le truc. Ils sont juste branchés à cette envie-là, cette flamme-là, quoi. Et du coup, ils tracent leur route, quoi. Ils jouent, ils se baignent tout nus dans une piscine alors qu'il y a des gens, ils mangent alors qu'il est 5 heures du mat. Juste, on suit cette envie. Et c'est très chouette qu'on ait réussi aussi à canaliser ça. Parce que sur la planète où on est des milliards d'habitants, ce serait un petit peu compliqué de cohabiter. Ouais. Et c'est toujours cette question d'équilibre. C'est quoi la place du mental, des émotions et du ressenti? C'est quoi la place du collectif et de mes envies dans le collectif? Et cette idée aussi du groupe, où on se dit... il y a l'idée du groupe un peu immature aussi. De si on est trop différent dans un groupe, ça va mettre le groupe en danger. Alors que quand on passe... Ça, c'est à des échelles un peu plus macro, mais quand on passe à un groupe qui est mature, c'est la différence qui va venir enrichir le groupe et le renforcer aussi. Mais ça demande du coup à se dire oui, c'est la différence de l'autre. En fait, ça va pas mettre le groupe en péril. Donc, on ne va pas finir dévoré par des mammouths qui étaient végétariens. Ah, ok. Ah, mais trop intéressant. J'ai pris des notes là-dessus parce que j'y avais jamais réfléchi en ces termes avant. Chouette, trop chouette. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup pour ce moment. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'études t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on te propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau.